Charles disparaît de cette manière, mais aussi un peu de manière volontaire. Donc il laisse, en effet, les rênes de la famille à ses fils et également à leur oncle qui est Fesch. Je vous ai mis donc deux portraits donc, parmi les fils Bonaparte de l'époque. Alors il y en a un qui est intéressant parce que c'est celui de Napoléon prétendument dessiné en 1786 par l'un de ses camarades à Brienne. En fait, il est totalement faux, ce portrait, ce qui prouve d'ailleurs aussi la difficulté que nous avons, historiens, souvent à travailler sur des sources véridiques, parce qu'il y a du faux, il y a du vrai. Par exemple, le petit carnet de notes de Charles Bonaparte, qui est conservé à la BNF, certains estiment qu'il est faux, alors qu'il est tout à fait authentique. On y retrouve l'écriture de Joseph Jeune, par exemple, dedans. Ça aurait été très difficile de la contrefaire, par exemple. Eh bien, le portrait indique qu'en fait, nous n'avons pas de portrait de Napoléon jeune seulement à partir de 1796, et que très, très vite, il va se forger une mythologie, une légende autour de ce personnage. À côté, vous avez Lucien, qui est une des premières victimes de la mort de son père. Parce que Lucien, lui, arrive juste au moment, à l'âge où on a besoin de faire ses études, notamment de bénéficier de bourses et d'aides royales. Lucien apparaît comme totalement déshérité à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il était censé retrouver Joseph au collège d'Autun, peut-être aller à Brienne aussi sur les traces de son frère. On lui dit du jour au lendemain, c'est fini. Avec son père mort, c'est les protections auprès de la famille de Marbeuf qui s'effondrent. C'est un certain nombre de personnes qui ne veulent plus entendre parler des Bonaparte. En plus, ils se plaignent, vous l'avez entendu, pour tout ce qui leur arrive. Donc, Lucien, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, on l'envoie dans le séminaire où se trouvait auparavant l'oncle Fesch, alors qu'il n'a aucune vocation religieuse. En cela, il imite un peu son frère Joseph, qui lui-même, en 1784, avait demandé à être sorti du collège d'Autun parce qu'il ne voulait plus de carrière ecclésiastique. Charles et Laetitia avaient imaginé qu'en effet, pour leur fils aîné, d'en faire un évêque. C'était très simple, il suffisait qu'ils suivent de bonnes études, notamment de théologie, et ensuite, grâce à la protection de la famille de Marbeuf, eh bien, Joseph aurait pu espérer un poste, un siège d'évêque, puisque un des frères du gouverneur de Marbeuf est à l'époque ministre de la Feuille, c'est-à-dire ministre de la Feuille ecclésiastique. Avec ce refus, Joseph fait preuve, en effet, d'un certain esprit, déjà, d'un certain esprit fort. Vous imaginez un peu, à la fin du XVIIIe siècle, dire à ses parents « je ne veux pas de la carrière que vous me tracez ». Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que Charles, de son côté, accepte et ne contraint pas son fils à demeurer là où il est, ne le contraint pas à cette carrière dans les ordres. Et puis, néanmoins, Joseph le payera assez cher, puisque c'est ainsi que le droit d'aînesse va lui échapper. C'est un peu comme la parabole biblique, d'ailleurs que l'oncle Fesch connaissait fort bien, celle d'Ésaü qui vend son plat d'aînesse, enfin son titre d'aînesse pour un plat de lentilles. Je vous renvoie au verset en question. À la disparition de Charles, c'est en effet l'oncle Fesch qui va prendre en partie les destinées de la famille en main. Et là, à l'héritage à la fois, on va dire, spirituel, politique qu'avait légué Charles, va s'ajouter la dimension spirituelle catholique, un catholicisme bien particulier, que Fesch va également contribuer à passer à ses neveux. Vous allez me dire, c'est étonnant, ni Napoléon, ni Joseph ou ses frères, à l'exception de Louis, passent pour des personnes extrêmement religieuses, extrêmement pratiquantes. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais Fesch, lui, s'inspire déjà de ce qui va devenir, au XIXe siècle, c'est un peu un précurseur du catholicisme social.
qui estime, par exemple, que l'Église n'a pas à s'enrichir, qui estime, par exemple, que le clergé régulier est une anomalie, un anachronisme qu'il convient de balayer. C'est pour ça qu'en 1790, il prête serment à la constitution civile du clergé, parce qu'il y croit dur, et il va d'ailleurs s'y tenir une grande partie de sa vie durant. Alors, certes, il va être un peu moins regardant après pour ce qui est de l'enrichissement personnel, puisqu'il possédera l'une des plus belles collections de tableaux du monde, une des plus grandes aussi, et que les visites dans le palais qu'il occupe à Paris à la fin de l'Empire sont un peu celles que l'on ferait dans le tombeau de Toutankhamon, tellement il y a de richesses accumulées. Mais là-dessus, par contre, sur la lecture qu'il fait des textes bibliques, et notamment du Nouveau Testament, est absolument passionnante. Alors certes, il s'inspire des diatribes de l'oncle Luciano, l'oncle de Charles dont je parlais tout à l'heure, pour construire un discours qui est justement très, on va dire, anti-clergé régulier, par exemple, mais il va donner un très belle exégèse du Nouveau Testament, notamment sur le sermon de la montagne, et c'est là où je veux en venir. Les sermons de l'oncle Fesch vont servir de matrice au premier discours de Joseph et de Lucien lorsque ceux-ci arrivent en Corse pour embrasser la carrière révolutionnaire, les idées révolutionnaires. Donc en fait, on voit qu'il y a une conjonction entre l'héritage pauliste du père, mais aussi cette lecture de la Bible, finalement une lecture qui serait presque protestante, mais Fesch est d'origine suisse, notamment, et par son père. Et donc, il n'a qu'une confiance très modérée, finalement, dans le clergé, dans le haut clergé catholique de l'époque. Donc, on a une vision qui est extrêmement personnalisée, extrêmement immédiate, notamment à la fois de la pratique religieuse, mais aussi de tout ce qui est autour de la représentation du monde. C'est assez intéressant de voir que Lucien, lorsqu'il arrive en Corse, il est tout jeune, et lui aussi il est très content d'avoir abandonné le séminaire, hein, évidemment, il ne se voyait pas du tout abbé, mais il a lu les sermons de l'oncle Fesch, il a lu Robespierre. Alors là, on a une sorte d'explosion idéologique, hein, et il va prendre chez l'un et chez l'autre des éléments qui vont lui permettre de construire son propre discours politique et, d'une certaine manière, de s'affirmer face à Napoléon, qui lui a également lu ce que Fesch faisait, à un regard parfois plus critique, mais aussi par rapport à Joseph. Par exemple, Lucien, lui aussi, a une obsession, mais il va la déguiser sous des aspects plus historiques. Quand Fesch attaque, par exemple, frontalement les privilèges de l'Église, notamment les privilèges des ordres réguliers, Lucien, lui, va dénoncer, par exemple, le fanatisme et l'obscurantisme des druides de l'ancienne Gaule. Mais quand vous regardez exactement la matrice, les mots utilisés, eh bien, ce sont bien ceux, par exemple, de l'oncle Fesch. Alors, Lucien porte une part, soi-disant, considérable dans l'exil qui va conduire la famille Bonaparte hors de Corse. En réalité, c'est très exagéré parce que d'abord, rappelons qu'il est quand même très jeune, il n'a pas 20 ans à cette époque-là, il est mineur en regard de la loi, il ne peut pas se présenter aux élections, mais les Bonaparte, depuis 1789-90, ont décidé que leur avenir politique ne passerait plus par la figure de Paoli, revenu triomphalement en Corse le 14 juillet 1790, mais par, finalement, la construction d'une nouvelle aile politique, beaucoup plus proche de la gauche jacobine, d'ailleurs, dont ils vont devenir, d'une certaine manière, les auxiliaires. Et les maladresses et les écarts de langage de Lucien vont plutôt servir de prétexte à leurs adversaires paolistes que de détonateurs.
On sait qu'en effet, Lucien avait accompagné Huguet de Sémonville, donc un des représentants de la Convention, à Toulon, où il a prononcé, soi-disant, un discours très virulent contre Paoli, mais cela faisait déjà des mois que Paoli, notamment suite à l'exécution de Louis XVI, avait décidé que l'avenir de la Corse ne passerait peut-être plus par l'union qui avait été décidée, notamment après les États généraux de 89, mais peut-être sous une nouvelle forme, soit indépendante, soit en lien avec une autre puissance, à raison de la Grande-Bretagne. Et donc, les gens, comme les Bonaparte, sont considérés plus comme des gêneurs qu'autre chose. Et là, Paoli, d'une certaine manière, après avoir permis à Charles Bonaparte de rester en Corse en 1769, va faire un autre cadeau aux Bonaparte, il les expulse en 1793. Et alors que le paysage politique des Bonaparte se concentrait à l'île de Corse, brutalement, Paoli leur offre la France, et au-delà, l'Europe. Finalement, ils doivent lui dire merci. Et en cela, Napoléon n'en voudra jamais totalement à Paoli. Et on sait qu'il y a eu quelques tentatives, peut-être non pas de réconciliation, mais de faire en sorte que l'ancien père de la patrie corse ne soit pas considéré comme un traître, comme cela avait été dit par la Convention à l'époque. Et les paolistes, certains des paolistes d'ailleurs vont, à quelques exceptions, être réintégrés progressivement dans l'appareil politique local, notamment ceux qui n'occupaient pas les postes les plus élevés. Mais en effet, en les envoyant sur le continent, il va faire des Bonaparte et des autres Corses qui étaient proches donc, de la gauche jacobine des exemples pour la Convention, donc qui va donner, qui va aider ces réfugiés d'un genre nouveau. Et donc, les Bonaparte s'illustrent, c'est-à-dire Napoléon, mais aussi Joseph, Lucien et Louis, 4 frères, on les retrouve autour du siège de Toulon, dès la fin de l'année 1793. Et je suis obligé de passer quelques péripéties et quelques détails, mais en 1796, on a déjà Napoléon, général en chef de l'armée d'Italie. Il a dû cette élévation, finalement, par un concours de circonstances qui commence par l'expulsion corse. Alors, nous allons passer la campagne d'Italie, nous allons passer le coup d'État sur ce coup d'État de Brumaire. Parce que les Bonaparte vont d'abord assister en tant qu'acteurs de second plan à la fin de la Convention, aux convulsions du 9 Thermidor. Ils ont eu la sagesse de ne pas être aussi proches finalement des Robespierre et d'autres, d'être trop proches justement de ces personnalités, et ils vont pouvoir justement bénéficier de cette nouvelle France, enfin du paysage de cette nouvelle France qui émerge en 1795 avec de nouvelles élites et de nouveaux visages. La France de 1795, c'est un champ des possibles, mais constitutionnellement aussi, c'est un pays qui manque d'une incarnation du pouvoir. C'est-à-dire qu'on aura un système constitutionnel assez bâtard qui s'appelle donc le système du directoire, avec 5 directeurs qui suscitent plus la moquerie que le respect de la part des Français. D'ailleurs, pour vous donner un tout petit exemple, on les surnomme à l'époque, on surnomme les directeurs 4 livres 16. Pourquoi ? Parce que si vous prenez 5 fois cette somme, vous avez un louis. Là, évidemment, la référence est... Voilà l'humour que pratiquent les Français à l'époque du directoire. Et donc, le directoire va devoir se proroger lui-même à force de coups d'État, à force de coups de force, et va échouer en réalité à proposer un modèle viable, à la fois constitutionnel et politique, aux Français. Ce dont va bénéficier le général Bonaparte en tant que vainqueur de l'armée, des armées autrichiennes en Italie, et auréolé, bien entendu, de la grande
mystique qui se crée en Égypte à partir de 1798. Mais, là encore, il y a un mais de taille, pour entretenir la flamme, pour faire de Napoléon Bonaparte la personne qui va incarner le mythe du héros et du sauveur du pays, eh bien, il y a ses frères pour l'entretenir. Et bien entendu, on retrouve Joseph et Lucien qui sont restés en France quand lui est en Italie pour constituer les bases de ce qu'on pourrait appeler le proto-parti bonapartiste. Ce n'est pas un parti politique parce qu'il n'en existe pas à l'époque tel qu'on les connaît aujourd'hui, mais ce parti, en fait, va regrouper les sensibilités diverses en fonction des alliances, en fonction des événements. Et surtout, Lucien et Joseph vont défendre l'héritage que Napoléon a créé en Italie, c'est-à-dire ces républiques sœurs qu'il a instituées à Milan et également ensuite après qui ont essaimé un peu partout à Rome puis jusqu'à Naples. Eh bien, on considère au sein de l'Assemblée nationale à l'époque, l'Assemblée des 500, que c'est l'héritage du général Bonaparte et qu'il ne faut pas y toucher, et que si on y touche, finalement, les conséquences pour le système politique français seraient gravissimes. Et donc, à plusieurs reprises, d'ailleurs, Lucien menace notamment certains des directeurs, parce qu'il est député à cette époque-là, il a gagné en force et en constance. Lucien va menacer, en effet, de coups de force si on touche à l'héritage de son frère. Et bien entendu, lorsque Napoléon revient d'Égypte, sans avoir eu l'autorisation, devons nous le rappeler, réellement, eh bien, il trouve le terreau déjà bien entretenu par ses frères. Et Lucien et Joseph ont constitué autour d'eux un réseau extrêmement impressionnant qui va des néo-jacobins jusqu'aux crypto-royalistes qui pensent que justement la fin du Directoire amènerait un régime transitionnel qui pourrait peut-être permettre la restauration de la monarchie. Monarchie constitutionnelle ou monarchie absolue, là-dessus, les débats sont encore largement ouverts. La surprise, évidemment, c'est que Napoléon choisit d'incarner ce pouvoir qui, d'une certaine manière, était tombé un peu en déshérence, ou du moins en capillotage.